Et maintenant, s'il vous plaît, Nicolas Mirkovic, je vous demande, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Bonsoir, merci. Oui. Merci beaucoup. Je vais vous parler un petit peu d'un sujet que je connais bien, qui est celui des Balkans et du Kosovo. Et comment est-ce qu'on est arrivé à une situation où il y a une guerre qui s'est produite depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. À la fin des années 80, le rêve communiste, socialiste s'étiole en Europe. En 89, le mur de Berlin s'écroule. Vous avez Gorbatchev qui dit à George Bush père qu'il ne considère plus l'Amérique comme un ennemi. Et 2 ans plus tard, l'URSS disparaît. Beaucoup de personnes pensaient à cette époque-là que cette période de fin de la guerre froide était une période propice pour la paix, évidemment, en Europe, pour tous ces pays qui allaient se débarrasser du joug communiste. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. À cette époque-là, les États-Unis restent la seule superpuissance mondiale. Ils le savent. Ils ne laissent pas du tout les pays qui se sont débarrassés du communisme s'épanouir, se développer, vivre enfin leur propre souveraineté. Ils vont profiter pour mettre ces pays petit à petit dans leur sphère d'influence, dans leur giron. Alors, ils ont plusieurs évidemment outils pour faire ça. D'abord économique, le dollar, les industries, les subventions, les aides qu'ils ont octroyées à ces différents pays, et leur fameux soft power, l'influence, la diplomatie qu'ils ont usé pour faire rentrer tous ces pays du bloc de l'Est dans leur sphère d'influence. Et ils ont le hard power, évidemment, tout ce qui est militaire, la très puissante organisation militaire, la plus puissante depuis le début de l'humanité, qui est l'armée américaine, et l'OTAN, qui fait partie des outils militaires américains. Alors l'OTAN, contrairement à ce qu'on pense, il y a 29 pays dans l'OTAN. Sur ces 29, 26 sont européens. Ce n'est pas un homme, une voix. L'OTAN, tout compte fait, c'est une organisation qui est américaine. Les décisions de l'OTAN sont prises au Pentagone, même si le siège est à Bruxelles. 80% du budget militaire de l'ensemble des pays membres de l'OTAN est américain. Et vous avez 22% de l'infrastructure de l'OTAN aujourd'hui qui est payée par les États-Unis. Donc du coup, l'OTAN, en fait, c'est l'armée coloniale des États-Unis. Et dans les années 80, donc quand tous ces pays commencent à s'émanciper, eh bien, les Américains n'ont qu'à se baisser pour les ramasser un peu à la petite cuillère, à la pelle, pour les faire rentrer dans le giron. C'est facile. L'Amérique a fasciné tous ces pays-là. Ils les font rentrer petit à petit. Mais ils tombent, les Américains, sur un os. Ils vont tomber sur un os qui est l'os yougoslave. Parce que beaucoup de pays, on a parlé des pays baltes, on a parlé de la Pologne, qui tout de suite se sont précipités, on va dire, dans la logique, dans la stratégie américaine. La Yougoslavie va dire non. Alors la Yougoslavie, contrairement à ce qu'on pense, est un allié des États-Unis, parce que la Yougoslavie avait joué la carte russe et la carte américaine, et la Yougoslavie avait reçu des subventions, des aides des États-Unis, et avait pratiqué les mesures d'austérité que les États-Unis vont pratiquer plus tard par la suite sur les pays européens, dans les années 80, avec des résultats catastrophiques. Et la Yougoslavie dit non. Elle dit, je veux rester indépendant, je suis intéressé ni par l'Union européenne, je suis intéressé pas par l'OTAN, j'ai envie d'être indépendant, d'avoir de bonnes relations avec tous mes voisins, mais je suis souverain dans mon pays. Nous savons que l'OTAN, déjà, enfin des pays membres de l'OTAN, dès les années 80, avaient perçu la menace, en tout cas le problème yougoslave. Ils avaient déjà essayé de déstabiliser. Et nous savons aujourd'hui, par des documents qui ont été relâchés par la CIA, qu'il y a eu la déstabilisation qui est arrivée en Yougoslavie, est une déstabilisation qui est arrivée par 2 pays membres de l'OTAN, qui sont les États-Unis et l'Allemagne, qui ont des intérêts géostratégiques particuliers dans les Balkans. Ils ont excité un nationalisme primaire, ils ont excité un nationalisme, on va dire, qu'on croyait complètement disparu de l'Europe. Ils l'ont excité, ils sont se servis de cette situation parce que pour eux, tant que la Yougoslavie résistait, ils montraient qu'il y avait un modèle différent et ils pouvaient évidemment attirer d'autres pays européens qui étaient intéressés par un modèle, une espèce de troisième voie entre le communisme et le monde libéral. Que fait les États-Unis quand ils n'arrivent pas à déstabiliser un pays? Eh bien, ils vont employer l'armée. D'accord? Ils vont employer l'armée. Donc, du coup, comment est-ce qu'ils font ça? Il y a un scénario américain qui est dessiné, qu'on peut voir, et que vous pouvez appliquer n'importe où, à n'importe quelle crise moderne. C'est un scénario en 5 actes. J'appelle ça les 5 M. D'abord, les Américains, quand ils ont un problème avec un pays, qui n'arrivent pas à le faire entrer dans le giron, ils créent un monstre. D'accord? Donc, ils ont le monstre, le premier M. Peu importe si, en général, c'est le responsable, c'est le président du pays, peu importe si cette personne, avant, faisait des affaires, si elle était invitée dans des très grands hôtels, dans les différents pays, peu importe, du jour au lendemain, les Américains vont le transformer en monstre. Donc, quand c'est un monstre, c'est évidemment quelqu'un qui emprisonne les enfants, qui viole les femmes, qui est terrible, son peuple vit dans la soumission la plus totale. C'est le monstre. Accompagnant cet acte-là, vous avez un acte de manipulation médiatique.
Et tout d'un coup, comme par hasard, en Yougoslavie, beaucoup de personnes, malheureusement en Europe, ne savaient même pas où était la Yougoslavie, où est-ce que ça se trouvait, où on parlera du Kosovo plus tard. Tout d'un coup, du jour au lendemain, on va découvrir que Milosevic est un abominable dictateur, que les Yougoslaves vivent sous le poids de la dette, que c'est terrible, qu'ils veulent s'entretuer. Et tout ça est relayé par donc, ces manipulations médiatiques. Troisième partie, vous avez toujours une milice locale. Les Américains vont toujours s'appuyer sur les milices locales, des jeunes hommes exaltés par la religion, par une idéologie. Vous pouvez le voir dans le monde entier, ça peut être les djihadistes en Afghanistan, en Syrie, ça va être des néo-nazis en Ukraine, et dans Bosnie-Herzégovine, ça va être également des islamistes. Au Kosovo, ça va être des mafieux nationalistes. Chaque fois, parce que ces hommes-là vont préparer le terrain. Ça va être, soi-disant, pour les Américains, l'opposition, ceux qui veulent renverser l'horrible système du monstre. Vous avez un montage, qui tout d'un coup va être souvent un événement local qui va être pris hors de son contexte, voire même qui va être suscité par les Américains ou par des pays membres de l'OTAN. Et à partir de ce montage, eh bien, on va pouvoir rentrer dans le jeu de la manipulation médiatique et encourager l'Occident à faire la guerre. C'est le fameux bombardement du marché de Marcal à Sarajevo. On accusait les Serbes, on sait aujourd'hui que ce sont des milices musulmanes. C'est le massacre de Račak, on accusait les Serbes, on sait que c'était un combat maintenant entre l'UÇK et l'armée yougoslave, que l'UÇK a perdu. Ce n'était pas des civils, c'était des hommes armés qui sont morts. On sait que c'est l'histoire des couveuses en Irak. Bref, à chaque fois, vous avez ce montage. On va s'en servir, on va manipuler l'Occident, on va dire, il faut faire la guerre, regardez ce qui se passe, c'est terrible. À la fin de toute cette histoire, vous avez toujours la mainmise militaire américaine. Et ça, on va prendre l'exemple du Kosovo. Donc du Kosovo, je vous ai pas un peu parlé de ce scénario. L'OTAN va intervenir au Kosovo. L'OTAN est une organisation de défense, normalement, des nations membres. L'OTAN va déclarer la guerre sur le Kosovo sans aucune autorisation de l'ONU. Le Conseil de sécurité n'a jamais voulu donner l'autorisation. L'ONU n'a pas donné son autorisation. L'OTAN, en attaquant la Yougoslavie, va enfreindre la Convention de Genève, va ne pas respecter l'acte final des accords d'Helsinki. L'OTAN va même violer sa propre charte, puisque c'est une organisation de défense, ils n'ont pas le droit d'attaquer un pays, la Yougoslavie, qui n'a jamais rien fait à aucun membre de l'OTAN. Comment se traduit cette campagne? Donc, vous imaginez à l'époque, la presse, les médias, tout le monde est préparé à la guerre. Pendant 80 jours, 78 jours, l'OTAN va bombarder un pays souverain, en s'asseyant sur le droit international complètement. Personne ne va rien dire. Enfin, des pays de l'Est, des pays non alignés, mais en Europe, personne ne dit rien. On laisse faire. La Yougoslavie est complètement bombardée. Le Kosovo, donc du coup pendant ces 80 jours, est bombardé. Et qu'est-ce qui est bombardé au Kosovo? Sont bombardées des routes, l'infrastructure, les centrales thermiques, des gares, des aéroports. L'armée yougoslave n'est quasiment pas touchée par les bombardements américains. Parce qu'à cette époque, le but n'est pas d'arrêter l'armée yougoslave. Très franchement, des crimes ou des guerres en Europe, l'OTAN n'en a rien à faire. La Turquie, pendant les années 80, il y a 30 000 Kurdes qui meurent, ou 30 000 personnes qui meurent dans le combat entre Kurdes et Turcs. Eh bien, l'OTAN ne dit rien. En Irlande du Nord, dans les pays de l'OTAN, il y a une guerre civile, l'OTAN n'intervient pas. Ils s'en fichent de la guerre qui se passe. Ce qu'ils veulent, c'est renverser le régime. Parce qu'ils veulent un régime qui soit dans le giron américain. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, pendant 80 jours, ils vont faire ça. Ils vont même bombarder l'ambassade de Chine. Ils vont bombarder un hôpital. Et ils vont bombarder même la radio-télévision serbe. Et exprès, ils vont bombarder la radio-télévision serbe parce qu'on nous parle de propagande. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe quand on tue des journalistes? Pourquoi est-ce que quand des hommes armés vont attaquer Charlie Hebdo, tuer des journalistes, le monde entier est d'accord pour parler de terrorisme? Pourquoi est-ce que quand l'OTAN bombarde sciemment le bâtiment de la radio-télévision serbe, moi j'étais moi-même, je suis arrivé 2 jours plus tard à Belgrade, après ce bombardement, j'étais bouclier humain sur les ponts de Belgrade, je suis arrivé, quand j'étais à Belgrade, j'avais accès à la BBC, j'avais accès à CNN, j'avais accès à ce qui est resté de la radio-télévision serbe. Il n'y avait pas la propagande qu'on disait. En France, quand je regardais TF1 ou Antenne 2, France 2, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, je n'avais pas accès à ça. Pourquoi est-ce que quand l'OTAN bombarde, empêche les journalistes de s'exprimer et de les tue, on ne parle pas du même mot de terrorisme? Alors, je ne voudrais pas que vous pensiez que ce que je vous dis est de la propagande pro-serbe, parce que vous pourriez dire, bon, bah, évidemment, il est serbe, il défend sa position, c'est normal. Je vais vous donner quelques exemples plus tard, quelques citations pour vous montrer qu'il y a un consensus sur ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que l'OTAN fait ça? L'OTAN fait ça, l'Amérique fait ça, d'abord, pour des raisons politiques. Comme je vous le disais, il y avait un régime qui résistait à un moment stratégique où, justement, l'Amérique pouvait faire rentrer dans son giron de nombreux pays. Le fait que la Yougoslavie résiste, il fallait faire plier la Yougoslavie. C'est politique. Donc c'est éminemment politique, c'est pour ça qu'ils ont fait rentrer. Et du reste, aujourd'hui, vous avez quasiment tous les pays
des Balkans. Donc du coup, on a inventé, même les Américains ont inventé des nouveaux pays. La Bosnie-Herzégovine n'a jamais été un pays de l'histoire de l'humanité. La Macédoine non plus. Le peuple macédonien, évidemment, existe, mais pas en tant que pays. Ce sont des créations de la Deuxième Guerre mondiale. Ils en ont fait des pays, ce sont des inventions pour servir leur stratégie géopolitique. Ils sont quasiment tous dans l'OTAN et tous veulent rentrer dans l'Union européenne. Il n'y a qu'un pays aujourd'hui qui résiste pour entrer dans l'OTAN, qui est la Serbie, qui dit que la Serbie veut être un pays neutre, avoir des accords et avec la Russie, et avec l'Amérique, et avec la Chine, et avec l'Inde, et avec d'autres pays. La deuxième raison est évidemment économique. Là, depuis qu'il y a eu cette guerre dans l'ex-Yougoslavie, qu'il y a eu ces créations de nouveaux États, il n'y a quasiment plus d'industrie yougoslave. Aujourd'hui, ce sont quasiment que des multinationales membres de pays de l'OTAN qui sont sur place et qui sont en train d'exploiter les ressources humaines ou agricoles ou minérales de ces pays-là. Il n'y a plus d'industrie, il y a 20% de chômage. Et les Balkans demeurent une poudrière. C'est-à-dire qu'officiellement, l'OTAN s'est battue pour la paix, pour la démocratie, pour le respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, les Balkans demeurent une poudrière. Vous avez encore un risque grave de confrontation entre les peuples des Balkans. C'est-à-dire que ceux qui sont venus, qui ont apporté leur dollars et qui ont investi, s'en sont bien sortis, se sont très bien sortis. Mais la mission première qui était d'apporter la paix, elle est complètement fragile et artificielle. Donc ça, aujourd'hui, là vous pourriez vous dire, ça c'est la version serbe, mais je vais vous donner quelques citations de personnes qui ont été, je pourrais écrire un livre sur toutes les personnes qui ont condamné ou qui ont analysé la situation dans les Balkans et ce qui s'est passé dans les années 90 quand l'OTAN est intervenue. Je veux faire parler ce soir juste quasiment que des militaires, d'accord, des militaires de premier rang. Lewis Mackenzie, lui, il était en Bosnie, c'était le commandant de la Force Pro, il s'occupait de Sarajevo, d'accord. Lui, il dit, donc en parlant de ce qui s'est passé au Kosovo, c'est un général canadien. Le génocide proclamé par l'Occident n'a jamais existé. Les 100 000 morts prétendument enterrés dans des charniers se sont révélés être environ 2000, de tout groupe ethnique. Les Albanais nous ont joué comme un Stradivarius. Nous avons financé et indirectement soutenu leur violente campagne pour l'indépendance d'un Kosovo ethniquement pur. Nous ne leur avons jamais reproché d'être les responsables des violences du début des années 1990. Nous continuons à les désigner comme les victimes aujourd'hui, malgré l'évidence du contraire. Je voudrais citer le colonel Jacques Hogar. Jacques Hogar est un ingénieur français, il était dans le COS, il fait partie des premières équipes de terrain qui sont arrivées à la fin de la guerre du Kosovo, en juin 1999, pour s'assurer que les lignes ennemies, on va dire, soient respectées, qu'il n'y ait plus de combat. Donc du coup, lui, c'est un peu le gendarme entre les différentes factions armées. Il dit, sur la base de cette formidable désinformation et au moyen d'un véritable hold-up qui a consisté à violer allègrement l'ONU, et en particulier la résolution 1244, c'est donc bien un micro-État mafieux que les États-Unis et l'OTAN ont artificiellement créé sur le sol européen, en diabolisant puis spoliant la Serbie, en l'amputant de son cœur historique, spirituel et culturel. Je vais citer maintenant Fabio Mini, commandant de la KFOR. C'est le chef de l'OTAN au Kosovo. La KFOR, c'est jusqu'à 40 000 hommes au Kosovo. Le Kosovo, c'est 11 000 km², c'est l'équivalent de deux départements. Il est le responsable de l'OTAN au Kosovo. Quand il parle des cadres de l'UCK, donc l'UCK est l'armée terroriste des Albanais qui a fait la guerre contre l'armée yougoslave, il dit que quand il sert, en parlant des cadres de l'UCK, il faut se laver les mains après leur avoir serré. Il parle dans cette interview de l'argent sale, il parle aussi du crime et du sang qui est sur les mains de ces personnes. Et quand on lui demande à qui profite l'indépendance du Kosovo, il répond « Elle sert à ceux qui commandent, à Taci qui fait des affaires avec le pétrole, à Bekset Pakoli qui a besoin d'un trou où cacher l'argent de son petit empire, à Ramush Haradinaj qui est poursuivi par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour crimes de guerre, à Agim Tchekou qui veut devenir généralissime de lui-même. » C'est lui qui dit « Ceux-là se foutent bien du Kosovo indépendant. » Pour votre information, donc, les bombardements sont en 1999, on est en 2017. On a parlé tout à l'heure de Bekset Pakoli, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères du Kosovo. On a parlé de Ramush Haradinaj, c'est le nouveau premier ministre du Kosovo. Hashim Thaçi, c'est le président du Kosovo. Ce sont ces personnes-là, c'est le responsable de l'OTAN qui, une fois évidemment a quitté ses fonctions, dit ça. Je voudrais citer un officier un norvégien, Christian Kars, qui dit « Je demande pardon aux Serbes. Sous notre surveillance, 250 000 Serbes et non-Albanais ont été éthiquement purifiés du Kosovo. » Je voudrais citer Biagio Di Grazia, général, diplomate italien de l'OTAN. La guerre de l'OTAN au Kosovo était une guerre expérimentale pour que, entre autres, écoutez bien ça,
l'OTAN entraîne son armée de l'air lors d'une attaque où il y avait une disproportion incomparable entre ceux qui attaquaient et ceux qui se défendaient. Di Grazia dit aussi, si la bombe atomique larguée sur Hiroshima doit être considérée comme un acte militaire, la suivante, celle larguée sur Nagasaki, à un moment où le Japon avait déjà capitulé, marqua le début de la guerre froide et était un message adressé à l'Union soviétique. En bombardant la Serbie, l'OTAN voulait envoyer un message à la Russie pour lui indiquer qui avait gagné la guerre froide. Et rien de cela n'était de la faute de la Serbie, qui a fait tout ce qu'elle pouvait, mais les circonstances internationales étaient que la Russie était faible. La dernière citation, j'en ai beaucoup, mais la dernière, je trouve qu'elle est assez intéressante. Ce n'est pas par un membre de l'OTAN. Là, pour le coup, c'est l'ex-chancelier allemand, le social-démocrate Gerhard Schröder. Il a dit récemment, j'ai enfreint les droits de l'homme. Nous avons envoyé nos tornados en Serbie avec l'OTAN et nous avons bombardé un pays souverain. C'est le chancelier allemand qui dit ça l'année dernière. Il dira aussi, en effet, en ayant reconnu l'indépendance du Kosovo, la plupart des membres de l'Union européenne et les États-Unis ont créé de nombreux problèmes. Pour être honnête, c'est vraiment dommage que l'Union européenne ait suivi les États-Unis sur ce dossier. La décision était probablement bonne pour les États-Unis, mais elle n'était pas du tout dans l'intérêt de l'Europe. Je pourrais continuer comme ça toute la soirée, c'est pour vous donner un exemple sur ces personnalités, ces protagonistes de ces guerres qui étaient dans l'OTAN ou qui ont présidé l'armée, l'ex-chancelier allemand, patron de l'armée allemande, qui dit ça, c'est pour vous montrer à quel point cette guerre était injuste, elle était mauvaise, elle était néfaste pour l'Europe. J'ai eu l'occasion un jour d'être en tête-à-tête, sans journaliste, sans rien, avec Jacques Delors, l'ancien président de la Commission européenne. C'était en 1995, et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous avez laissé les Américains interférer dans les affaires européennes dans l'ex-Yougoslavie? L'Europe avait tout son rôle à jouer pour mettre les personnes autour de la table, pour trouver une solution pacifique. Si deux peuples ne peuvent plus vivre ensemble, si c'est vraiment impossible, au bout d'un moment, on ne va peut-être pas les obliger, mais les grands frères européens, on ne va pas me faire croire que les Français, qui ont des relations historiques dans la région, que les Allemands ne pouvaient pas mettre des Croates, des Serbes, même des musulmans bosniens autour de la table pour essayer de trouver une solution pacifique. Je lui dis, pourquoi vous avez laissé les Américains? Et il est resté quoi? Et j'ai bien vu dans son regard, il disait, on n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Pourquoi? Qui est si fort qui peut mettre la pression sur le président de la Commission européenne pour qu'il y ait une guerre en Europe? Une guerre. L'Europe a déjà eu 2 guerres mondiales. Nous avons déjà vu par les exposés précédents qu'une 3e guerre n'est pas quelque chose de farfelu aujourd'hui. Il y a des bruits de bottes aujourd'hui en Ukraine. Il y a comme une guerre au Donbass avec plus de 10 000 morts. On est en Europe, on est en 2017. Je pense que je voudrais suivre, et je suis d'accord avec Gerhard Schröder, c'est toutes ces guerres, cette influence de l'OTAN en Europe, cette influence américaine dominante n'est pas dans l'intérêt des Européens. Que nous soyons amis avec les Américains, c'est tout à fait logique et tout à fait normal, mais je pense que si l'Union européenne, si l'Europe veut son indépendance, elle doit couper le cordon ombilical avec Washington, avec le Pentagone. Il y a un proverbe latin que vous connaissez qui dit « Si vous voulez la paix, préparez la guerre ». Eh bien moi je vous dis ce soir à vous, mes amis européens, si vous voulez la paix, quittez l'OTAN. Je vous remercie.